Bon, un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. On n'a pas fait que gagner, on les a écrasés. C'était un régal. Générique. Ah oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Générique. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer les gros matchs de ce week-end. Enfin, sur toute cette journée de ce dimanche. On a eu pas mal de gros matchs. On a eu Arsenal-Tottenham, PSGOM et Real Atlético. On va vous les débriefer. Mais avant ça, Malik, t'as l'air un peu triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'avère que ce club et ce club m'ont gâché mon dimanche. Mais bon, ce débrief n'est pas pour moi, il concerne les matchs, donc on s'en fout entre guillemets de comment je vais. Mais vous, Non, par contre, dis on pas ça, s'intéresse à Malik. vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à suivre ce débrief. Désolé s'il n'y a pas autant d'enthousiasme de ma part que d'habitude, mais j'espère que vous pouvez me comprendre. En tout cas, n'hésitez pas par d'abord liker la vidéo, si elle vous plaît, bien sûr, vous abonner à la chaîne et commenter sur ces beaux matchs. Beau, ça Bon, dépend oui, pour qui, n'hésitez pas à liker qu'on a vécu, N'hésitez- qu'on a vécu ce week-end. C'est vrai, n'hésitez pas à liker pour monter le moral de Malik. Dites-vous que son équipe préférée joue le ventre mou en première ligue et l'autre perd 4-0 contre le PSG. Ça doit être assez difficile. Bon, je pense qu'on a assez rigolé. On peut passer au sommaire. On va commencer par ce Arsenal-Tottenham. On a titré ça Saka vs Son. Saka n'a pas vraiment mis un doublé, mais il est très important sur les deux buts. Voilà, vous l'aurez compris. Et Son a mis un doublé lui. Ça a été un match très intéressant. On en reparlera. Comment ça, il n'a pas vraiment mis un doublé? Parce que ça frappe les DV, tu considères pas ça comme... Bah, non, en fait, moi je le considère comme son but, mais par la première ligue, l'arbitre l'a considéré comme un but contre son camp. Ah, un but contre son camp, ok, Oui, ok, oui, ok. c'était considéré comme un but contre son camp. Puis on va continuer avec le PSG, semaine tranquille, deux victoires où le PSG n'a pas été vraiment dérangé. Puis on va parler de la déroute marseillaise 4-0. Il y avait beaucoup de mieux sur l'Ajax, on a débriefé, la vidéo est en description, mais là ça a été catastrophique pour l'OM. Et puis on parlera de l'impasse madrilène, le Real Madrid qui s'est incliné 3 buts à 1 dans ce derby madrilène face à l'Atlético. Bon, Malik, pour te remonter le moral, pour te relancer, vas-y, attaque-nous sur ce Arsenal-Tottenham. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi, j'ai aimé ce derby du nord de Londres. La plupart du temps, c'est souvent des bons matchs à Juve, hein, des Tottenham-Arsenal, même quand Arsenal n'était pas dans sa meilleure forme, même quand Tottenham n'est pas dans sa meilleure forme. Tu as souvent des beaux petits buts qui est pas. Voilà, c'est un derby, il y a de l'intensité, il y a des fautes. Donc, même dès le début de match, c'était quand même un peu décousu, beaucoup de petites fautes, qui fait que même un Udogi, t'as nommé le sommaire Saka vs Son, un Saka qui faisait du mal dès le début du match à Udogi, le bas gauche de Tottenham, pour ceux qui n'ont pas suivi le match et qui n'ont pas encore suivi Tottenham cette saison, ben, il lui faisait un peu du mal. Et dès là, je pense, 15e, 16e minute, il avait déjà un carton jaune qui faisait que du coup, pour défendre sur Saka tout le reste du match, il ne faisait pas, comment dire, mettre le premier contact directement. Et pour un défenseur, ça joue beaucoup. Et c'est pour ça que même le deuxième but, pour moi, il arrive. Ok, c'est un problème de communication avec son ailier qui vient. Il veut lui dire, moi, je suis la course de Ben White. Et toi, tu prends Saka qui rentre pour faire la frappe. Ben, au final, il n'y a pas une bonne communication et Saka, il se retrouve à frapper comme ça librement dans la surface, ce qui ne peut pas arriver. Même si elle est déviée, ça ne peut pas arriver. Maintenant, sur la première mi-temps, en tant que tel, Ayoub, moi, je voyais que Tottenham avait le ballon, jouait la possession, etc. Mais je trouvais que pas que ça servait à rien. Et pas, enfin, je trouvais un peu qu'ils forçaient, entre guillemets, parce que au final, le ballon, ils l'avaient dans leur moitié à eux. Ça veut dire que Arsenal, comme d'habitude, ils essaient de presser haut et tout, d'être bien placés dans leur pressing, etc. Ça veut dire que moi, je trouvais même que j'avais plus peur, entre guillemets, que Arsenal ait des occasions, car on a vu qu'il y a eu des pertes de balles à un moment juste devant la surface de Madison, etc. Parce qu'ils étaient plus proches du but adverse que l'était Tottenham. Tottenham devait encore parcourir 40, 30 mètres pour arriver dans les 30 derniers mètres d'Arsenal. Ça arrivait
surtout après le 1-0 et dans les 10-15 premières minutes de la première mi-temps où ils ont pu même égaliser. Mais moi, je trouvais que la possession de balle et le fait que Tottenham avait le ballon, je me disais pas, oh, ils sont meilleurs. Non, ils ont le ballon, ok, mais ils sont dans la moitié adverse. Leur moitié adverse, Arsenal leur met beaucoup de pression. Et il y avait même une stat après 20 minutes, Ayoub, je sais pas si tu as vu, où c'était dit Arsenal avait touché, je pense, 19 ballons dans la surface de Tottenham, avec les corners, etc., etc. Et Tottenham, dans la surface d'Arsenal, en avait touché 3. Donc oui, vous aviez le ballon, oui, vous aviez la possession, etc. Vous faisiez des bonnes combinaisons qui étaient intéressantes. Et une ou deux fois, vous avez réussi à vous porter vers l'avant en passant par les côtés. Mais au final, votre possession n'était pas si, comment dire, effective que ça. Effective que ça. Et je sais pas si tu veux rebondir déjà sur la deuxième mi-temps, mais moi, ce que j'ai pensé de la première mi-temps, c'est que Arsenal n'avait pas ce besoin en fait d'imposer leur jeu, de vouloir jouer, de vouloir absolument garder le ballon parce que la manière dont Tottenham jouait, bah, ils arrivaient à créer du danger grâce à ça. Et c'est pour ça que pour moi, Arteta a fait une erreur en voulant absolument. Ok, je comprends, t'es à la maison, ok, je comprends, tu veux imposer ta philosophie. Nous, on joue comme ça, c'est nous, on a le ballon, c'est nous, on veut, etc. Mais rien quand j'ai vu la sortie de Rice, même tu m'as envoyé un vocal à You pendant la mi-temps, la sortie de Rice et Fabio Vieira, j'ai pas compris parce que dans les joueurs d'Arsenal, c'était loin d'être les plus mauvais ou même qui faisaient un mauvais match. Moi, j'ai pensé qu'il a fait ça parce que, comme je t'ai dit, je pense qu'il a voulu prendre le contrôle sur le match, contrôle sur le ballon, et il s'est dit que Jorginho allait mieux le faire que Rice. Et au final, vu le but qu'ils ont encaissé, après le but qu'ils ont mis grâce à Saka, excusez-moi d'aller un peu dans tous les sens comme ça, à cause du but qu'ils ont... après le but qu'ils ont marqué par penalty de Saka, bah, la perte de balle, elle arrive par le joueur que t'as remplacé Rice. Donc au final, ça servait à rien ce que tu as voulu faire. Et même dans le reste de la deuxième mi-temps, j'ai pas trouvé Arsenal plus dangereux qu'il ne l'était en première mi-temps et se créer forcément plus d'occasions. Tu vois. Donc moi, j'ai pas compris pourquoi Arteta a opté pour ça, a voulu forcer pour que il ait absolument un ballon qui pousse, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Peut-être je me trompe dans mon analyse. Non, moi, c'est comme ça. Désolé. Et moi, tu veux dire quelque chose? Non, je te laisse terminer. Et juste pour faire une petite parenthèse sur Tottenham, même si je pense que tu vas être plus long que moi par rapport à ça, bah moi j'ai l'impression que cette équipe de Tottenham, elle peut jouer en ayant le ballon comme en n'ayant pas le ballon, et même en jouant en transition, du coup, en récupérant des ballons, en se portant vite vers l'avant, ils sont encore plus dangereux. Donc franchement, cette équipe de Tottenham, beaucoup de respect, on s'y attendait pas du tout à ça avant le début de la saison. Et le coach dit toujours mal son nom, Pantescu, il est venu en costard, cravate, il savait que c'était un jour de derby, il est venu sérieux, il sait c'est quoi des derbys, il a vécu le Old Firm en Écosse. Donc franchement, un gros respect à ce coach, gros respect à cette équipe et hâte de voir s'ils vont continuer comme ça toute la saison. Bon Malik, moi je vais continuer sur Arsenal et ouais comme toi, moi je suis très déçu de Arsenal. Bon le score n'est pas, à m'entendre parler on dirait qu'ils ont pris un 4-0 comme l'OM, mais non pas du tout. Ils ont quand même fait 2-2 dans le derby, le plus important c'est de gagner ce derby, mais voilà. Il n'y a pas d'urgence, mais tu avais quand même une chance de revenir à 2 points de City et d'être deuxième avec ex-aequo avec Liverpool et tu n'as pas réussi. Et je trouve que c'est dommage parce que tu avais une occasion en or, parce que tu as parfaitement commencé ce match. Tu sais, toi, tu as parlé un peu, t'as parlé tactiquement, moi je vais poursuivre sur l'innovation tactique que nous a sorti Arteta aujourd'hui, que j'ai trouvé tout simplement génial. Il défendait en 4-4-2 pour permettre de bloquer les 2 premiers lanceurs qui sont Christian Romero et Van de Ven. Donc c'était parfait pour bloquer les ressorties de balles de Tottenham. Toi-même tu l'as dit, quand Tottenham avait la balle, c'était beaucoup des passes en retrait, des passes latérales, ils n'arrivaient pas à sortir. Dès qu'on essayait de trouver Bissouma, il était esselé. Il n'y avait personne à qui donner le ballon. Dès que Maddison descendait, bah, tu avais Declan Rice qui faisait un super travail pour récupérer énormément de ballons au milieu de terrain, ou en tout cas Arsenal ne s'est pas imposé dans les 25-30 premières minutes par leur jeu, par des combinaisons, etc. Mais plus par le jeu sans ballon. Bien sûr. C'est par le jeu sans ballon, c'est par leur course, par leur positionnement qu'ils ont réussi à déjouer cette équipe de Tottenham. Et jusqu'à là, c'était parfait. Et sur la première mi-temps, tu as 1-1, mais tu as un Tottenham qui est dangereux que trop peu de fois, contrairement à Arsenal.
peu de fois ils sont retrouvés dans la surface, mais très vite ça a été très dangereux. Dès qu'ils sont retrouvés dans la défense, tu sais, sur le but, l'enchaînement, enfin non, même pas sur le but, une action avant, t'as Kulusevski qui donne à Son qui va dans son dos, et puis t'as un ballon dans la surface pour Johnson. Oui, voilà, pour Johnson. C'est une belle action. Et t'as un sauvetage miraculeux. Donc bon, on a vu que Tottenham, pour leur créditer ça, ils ont été très dangereux avec très peu d'occasions dû au travail sur les schémas de jeu offensif. Parce que on parlait d'Arsenal qui les dérange avec le jeu sans ballon. Ils ont même plus Harry Kane pour essayer de jouer long, avoir un pivot qui garde le ballon et qui te fait qui permet à ton bloc d'avancer. Donc jusqu'à là, pour Arsenal, c'était parfait. Tu t'es fait tuer. Bon, c'était pas contre le cours du jeu, parce que Tottenham avait quand même des occasions, mais tu aurais pu aller essayer de trouver quelque chose d'autre en deuxième mi-temps, continuer là-dessus, essayer d'un peu peaufiner offensivement, parce que Jesus, j'aurais préféré l'avoir en pointe, etc. Je pense qu'il aurait pu créer plus de décalage. Peut-être mettre Nketiah à gauche, je sais pas, ça j'ai pas compris. Et là, t'as fait pour moi le truc qui a tué ton match. T'avais Declan Rice pour moi qui était un des meilleurs joueurs sur le terrain. Je comprends pas pourquoi il l'a sorti. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Je me suis dit au début que c'était un pépin physique, mais ça n'a même pas l'air d'être ça. Et t'as sorti Fabio Vieira, qui n'était pas non plus mauvais, pour faire entrer un Kai Havertz qui, même si moi je pense qu'il va réussir à Arsenal, et c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout en confiance depuis le début de saison. Donc là, sur ta micro-tactique, tu t'es complètement loupé. Et c'est comme ça, je pense que Arsenal s'est mis une balle dans le pied. Et malgré ça, tu as quand même été chanceux, parce que tu as un Romero qui s'est joué, qui s'est pris pour le deuxième gardien et qui t'a sorti une main. Donc tu as eu un penalty. Mais très vite, tu t'es fait ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'au milieu, tu as une perte de balle de Jorginho. Mais après, sur toute la deuxième mi-temps, ton milieu, c'était une passoire. Il était aussi facile à passer que, je sais pas, le milieu de Bournemouth contre Brighton qu'on a vu en même temps. Ça, c'est pas normal. Surtout quand tu vois la différence de solidité d'Arsenal en première et en deuxième mi-temps, c'est un monde, c'est deux équipes différentes. Et tout ça, à cause d'un changement de l'entraîneur qui est volontaire, qui n'est même pas poussé parce que t'es bousculé ou quoi. Donc ça, je trouve ça dommage. Et encore, t'as de la chance que Tottenham, qui est une équipe qui a montré qu'elle pouvait te tuer à n'importe quel moment, n'a pas su prendre l'avantage dans ce match. Et même toi, à un moment, Arsenal, moi en deuxième mi-temps, il y a très peu de fois où j'ai vibré. Et les changements sont venus trop tard. Ok, t'as fait rentrer Reiss Nelson, enfin, à la place de Gabriel Jesus. Bon, c'est sûrement parce qu'il vient de revenir. Mais Eddie Nketiah... un revenant, sorti du placard. C'est ça, tu vois. Eddie Nketiah, que je défends souvent, t'as apporté que très peu, même dans le jeu sans ballon en deuxième mi-temps. Donc moi, j'ai été très déçu d'Arsenal. Je pense que c'est pas comme si Tottenham avait posé tant de problèmes que ça, même s'ils l'ont bien fait. Je pense que cette saison, j'ai vu de bien meilleurs matchs de ce double pivot de Sarr et de Yves Bissouma. J'ai vu Maddison faire des meilleures courses, même s'il a fait un bon match. Surtout sur le premier but, le travail qu'il fait est très bon. Son aussi a été bon. Mais les ailes, elles t'ont pas bousculé tout le match. J'ai pas vu Zinchenko se faire mélanger sur son côté. Pareil pour Ben White. Donc ouais, je trouve ça vraiment dommage pour Arsenal de revenir qu'avec un point de ce derby alors qu'ils avaient largement la place pour gagner ce match. Ouais, ça, j'allais dire, donc pour toi, Arsenal, en fait, ils doivent prendre ce nul comme une défaite, en fait. Oui, et Tottenham comme une victoire. Parce que Tottenham, leur objectif, c'est le top 4 pour le moment. Si on regarde le classement, bon, Tottenham est 4ème, Arsenal 5ème, mais ils ont le même nombre de points. Ils sont tous les deux à 14 points. Et t'as Brighton devant. Mais bref, ils sont à 4 points de City, 2 points de Liverpool et 1 point de Brighton. Donc, pour Tottenham, ils sont bien, surtout sur le début de saison. On les imaginait pas à cet endroit. On peut espérer un retour de Richarlison pour retrouver Son à son meilleur poste. Voilà, c'est en train de se modeler. L'équipe est en train de progresser. Donc c'est parfait pour Tottenham d'avoir un 2-2, d'avoir de la crédibilité dans ce derby du nord de Londres face au rival. Ça donne du respect à l'entraîneur, ça donne du respect aux joueurs. Mais pour Arsenal, je suis désolé, mais là, t'es censé penser à la course au titre. T'es censé montrer qu'aujourd'hui, t'es au-dessus de Tottenham. Et un match comme ça, c'est pas le genre de match que Manchester City va te laisser perdre. City, ils te mettent le premier but, et puis on va garder le ballon, mais on va t'anesthésier avec le ballon. Si tu veux faire rentrer Jorginho, ok, fais-le rentrer à la place de Fabio Vieira, comme ça il va t'anesthésier. Et tu laisses Declan Rice à côté de lui, puisque la saison dernière, Jorginho, je suis désolé, mais il est venu au mois de janvier, mais il t'a rien résolu comme problème au milieu de terrain. Parce que quand Partey était blessé, Jorginho n'a rien apporté. Et pourtant, c'est un jour dont... Il avait mis une frappe contre Aston Villa. Oui, d'accord. Mais
Mais même Jorginho, quand il était à Chelsea et qu'il était très bon, c'est parce qu'à côté, tu avais un Kanté qui faisait énormément de travail son ballon, ou un Kovacic. Donc il a toujours été soutenu à Chelsea. Et là, maintenant, tu veux le mettre à la place du mec qui fait tout le boulot. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça, c'est une énorme erreur d'Arteta. Je sais même pas comment il a pu faire ça. Je suis vraiment Je choqué. comprends pas non plus. Mais bon, voilà, on a parlé de ce derby du nord de Londres. On a fait à peu près 15 minutes. Je pense qu'on peut passer sur le match le plus important. Malik, si tu me permets, je vais y aller. PSG OM 4-0, 4 buts. 4 buts pour Paris et 0 pour Marseille. 4-0. Je tiens à préciser vraiment 4 buts. But de Gonzalo Ramos, 2 fois, Kolo Muani et de Achraf Hakimi. Tout simplement pour passer sur le match. On a encore eu un PSG assez tranquille, mais qui est sur la continuité de ce qu'il fait avec un petit changement, un passage à 4 attaquants. Bon, t'as plus Vitinha au milieu de terrain, mais t'as un Barcola à gauche, mais c'est à peu près le rôle que Vitinha occupait quand le PSG avait le ballon, sauf que lui a la capacité de pouvoir défier en un contre un. Voilà le vrai changement par rapport au dernier match. Mais voilà, on a vu un PSG réciter sa prestation tranquille face à un adversaire qui a posé que trop peu de problèmes. Un PSG qui a su très vite aller jouer dans le camp de Marseille, essayer de faire tourner le ballon, essayer de trouver une brèche avec un milieu qui a été performant, même si Ugarte au début on n'arrivait pas à le trouver parce qu'il était bloqué entre les trois milieux de l'OM, entre Unai, Verretou et Rongier. Mais bon, après le travail qu'il fait sur le contre-pressing aujourd'hui, Ugarte, moi, c'est une révélation en Europe. Je suis encore choqué match après match. Et je pense qu'il est en train de choquer toute la France avec ce qu'il est en train de faire. Et bientôt, il choquera toute l'Europe. En tout cas, on l'espère. Tu as eu un très bon travail aussi du côté droit. On voit la continuité de la relation qu'est en train de créer le PSG avec Dembélé et Hakimi. Hakimi qui va être le premier buteur sur un coup franc magnifique. Il en avait déjà mis plusieurs avec le Maroc. Et là, moi, Hakimi, j'aimerais qu'aujourd'hui, déjà, tu vas commencer à l'appeler Hakimi et pas Hakimi. Malik, parce que tu m'as repris à plusieurs reprises sur des accents, mais j'aimerais qu'on lui donne un peu plus de crédit, parce que la saison dernière, les 2 dernières saisons, on l'a beaucoup critiqué, il y a eu les histoires, mais s'il lui donne pas le ballon, lui défensivement c'est difficile. Moi j'ai toujours expliqué qu'il n'a pas été bon quand fallait le dire, je l'ai critiqué, ok, mais je disais toujours que même ce mercato, tu me disais Hakimi en instance de départ, etc., ce qui n'était pas totalement, enfin il n'y avait pas d'offre pour lui, mais je disais que si tu lui offrais le contenu adéquat, il allait briller. Et aujourd'hui, depuis le début de saison, c'est un des meilleurs Parisiens. Aujourd'hui, Hakimi, Juste une petite parenthèse, Ayoub, avant que je te laisse continuer. C'est le meilleur latéral droit d'Europe, du coup. Tu recommences avec ça? Depuis le début de saison, oui. Bah, cite-moi un meilleur que lui depuis le début de saison. Non, mais ok. Non, mais vas-y. On va pas... Comme tu as dit. Depuis le début de saison. Non, mais si on parle des 3 dernières années, non, il n'y a pas à débat. Il y a meilleur que lui. Non, mais regarde ce que je veux te dire seulement. Comme tu as dit sur les 2 dernières saisons, on l'a beaucoup critiqué et tout, mais tu veux qu'on le crédite plus. Non, attendons que la saison continue pour qu'on le crédite réellement. Mais là, d'accord, Hakimi aujourd'hui est le meilleur latéral droit d'Europe. Laisse-moi terminer, après je te laisse la parole. Et le meilleur latéral droit d'Europe à l'heure actuelle, il est dans un contexte où il est très important, pas parce qu'il est mis dans une zone de confort, mais justement parce qu'on le responsabilise et il répond à ses responsabilités. Parce qu'il est obligé d'occuper 2 espaces, le demi-espace et de coller la ligne, d'alterner avec Ousmane Dembélé, d'aussi avoir un rôle très important sur le contre-pressing. Et il le fait à merveille. Bien sûr, on ne l'a pas encore vu contre un Vinicius qui pourrait le faire reculer, etc. On attend de voir sur la saison. Mais pour le moment, moi, j'ai rien à lui dire. Et il a même su dépasser ce cap-là avec les coups de pied arrêtés et le magnifique coup franc qu'il vous a mis aujourd'hui. Moi, Hakimi, bon, je sais que les gens ne vont pas me croire, mais c'est quelqu'un que je connais personnellement. J'ai déjà... Ça va, entre Marocains, on se connaît tous. Moi aussi, je le crois pas. Non, ouais, nos mères se connaissent. Entre Marocains, on se connaît tous. On est une petite secte. Et je lui avais parlé depuis qu'il a... Non, mais plus sérieusement, depuis qu'il... Bref, on va pas rentrer dans les détails personnels, mais depuis que c'est fini avec la Cougar, on voit qu'il est bien meilleur. Non, mais plus sérieusement... C'est qui la Cougar? J'ai pas trop les réseaux. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est pas le sujet. D'ailleurs, petite pause à Yo. Là, on est dans la vidéo, vous êtes jusqu'ici, mais il y en a qui ont toujours pas liké la vidéo, qui sont pas abonnés. Donc, tu dirais pas qu'on fait une petite pause, on attend qu'ils like, qu'ils commentent et qu'ils s'abonnent. Voilà, pause. Je réponds à Kimi, moi. Ouais, non, mais...
toujours essayer de me discréditer. Non, mais plus sérieusement, voilà, on sait que dans son domaine privé, il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'aussi au niveau de l'équipe, sa place dans l'équipe, tout n'allait pas. Donc voilà, aujourd'hui, on voit Hakimi totalement différent. Et c'est à l'image aussi, par exemple, d'un Marquinhos qui a fait un bon match, sans faire un match flamboyant. Il n'était pas le plus mis à l'épreuve sur ce match. Mais quand le contexte est bon, il est bon. Et offensivement, on a trouvé plusieurs clés. Parce qu'à partir de la 20e minute, et voilà, tu as eu ce but, Mbappé sort. Parce que depuis la faute sur le coup franc, on voyait qu'il était gêné, mais qu'il essayait quand même de forcer. T'as un OM qui a su quand même par moment un peu faire reculer Paris. Parce que le seul qui est arrivé à créer des schémas de jeu, c'était Azdin Ounahi. Sans vouloir faire du... Non, mais c'est vrai, c'était le seul qui arrivait un peu à sortir de ce chaos-là et de déranger Ugarte et Emery, même si c'était que par moment, mais aussi il faut dire qu'il n'était pas aidé. C'est lui qui lance Klose en première période, le premier joueur qui fait vraiment reculer le bloc parisien, c'est lui qui essaye à chaque fois de lancer Aubameyang. Donc bon, faut le dire, quand c'est bon, même quand c'est dans le camp adverse. Mais malgré tout, t'avais un PSG rouleau compresseur. Surtout, non, même pas forcément. Vous me connaissez, je suis objectif. Mais même quand le PSG reculait, t'as toujours cette arme-là de la profondeur. Et on voyait beaucoup de schémas de jeu qui commençaient à se dessiner. On voyait un Kolo Muani beaucoup plus libéré dans les prises de balles, etc. Je pense que son deuxième but l'a aidé fortement suite à la frappe d'Hakimi sur le poteau. Ça l'a libéré un peu, même en deuxième période, quand il est passé sur le côté droit à la place de Dembélé. On a revu le Randal Kolo Muani qu'on aime beaucoup, celui de l'Eintracht Francfort, qui va te manger les espaces, qui va provoquer en 1 contre 1, qui va chercher le 1-2. C'est ce joueur-là qu'on a trouvé. Après, on a trouvé Gonzalo Ramos en appui. Et c'est aussi le joueur qu'on a retrouvé de Benfica. Donc moi, aujourd'hui, je voudrais dire un truc. Je sais que je me répète vidéo après vidéo. Mais là, le PSG, c'est un PSG qui ne fait que progresser. Barcola, c'est sa première titularisation. On a déjà vu ce qu'il est capable de faire en 1 contre 1. Comment il est capable de provoquer. Les chances qu'il est capable de créer. Kolo Muani, on l'a vu. On n'a pas vu un Kolo Muani à 100%. On n'a pas vu 100% de ses qualités. Aujourd'hui, c'est le match où un peu il s'est découvert... Au Paris Saint-Germain, au début, là, il était un peu en point d'appui. Mbappé sort, t'as Gonzalo Ramos, donc bon, mais il fait quand même un très bon match. Gonzalo Ramos, aujourd'hui, lui, c'est plus un 9 pur, c'est un profil différent. Il a ouvert son compteur de but par 2 fois. Donc lui aussi, s'est débloqué. Donc moi, je vois juste un PSG qui ne fait que progresser, qui n'est même pas encore en 100%, et pourtant qui impressionne déjà tout le monde. Donc comme ce PSG-là est déjà très bon, est déjà bien meilleur qu'au début de saison, et en plus, on voit toute la marge de progression qu'il est capable de réaliser, sachant qu'il y a encore un Nuno Mendes qui va venir, là, tu as un Kylian Mbappé qui a toujours pas explosé dans ce contexte-là. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, on peut avoir une des meilleures équipes d'Europe. Et allez, j'ai pas peur de le dire, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les meilleures équipes d'Europe, c'est qui? C'est Manchester City et le Bayern. À part ça, pour moi, toutes les équipes autres que ces deux clubs-là sont un cran en dessous. Que ce soit Liverpool, de toute façon, ils sont même pas en Ligue des Champions. Le Real Madrid, on va en parler. Barça, pour moi, ils sont pas encore découverts à 100%. Juste sur le match contre Celta Vigo, jusqu'à la 60e minute, pour créer des occasions, ça a été très difficile. Pourtant, ils avaient tout. Ils avaient leur meilleur créateur. Donc pour moi, aujourd'hui... Excuse-moi de te couper juste sur la partie du Barça que tu dis. On pourrait pas dire la même chose, entre guillemets, pour Paris et le Barça. Je pense que là... Si oui, vous avez des jeunes, des plus grandes marges de progression. C'est ça. Mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que la marge, bien sûr que le Barça et même le Real Madrid, encore une fois on va en reparler, ont aussi une marge de progression, mais pour moi la marge de progression du PSG est encore impressionnante. Quand tu vois que Ugarte et Warren Zaïre-Emery, le match qu'ils te font, Warren Zaïre-Emery, comment il résiste au duel, à un moment ils sont 2 sur lui, il arrive à chaque fois à ressortir le ballon proprement. Pareil pour Ugarte, t'as l'impression d'avoir 2 joueurs au milieu de terrain, t'as l'impression qu'ils se dupliquent dans le travail, sans ballon, avec ballon, la créativité qu'il va t'apporter, alors que c'est un 6, on ne le connaissait pas. On ne savait pas qui c'était. Hakimi, quand tu vois ce qu'il apporte, ce qu'il peut encore apporter, Ousmane Dembélé, qui s'installe de mieux en mieux dans ce contexte parisien-là, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, qui ont un peu débloquer leur nombre de buts aujourd'hui, mais qui s'acclimatent de plus en plus à la formation de Luis Enrique.
Barcola qui arrive, Nuno Mendes qui va revenir, une défense qui se dessine, il y a Marquinhos qui reprend confiance, Lucas Hernandez qui s'affirme, qui revient bien de sa blessure, Skriniar qui arrivait directement en taille patron, Kimpembe encore qui va revenir. Et si t'as encore en plus de ça un Carlos Soler ou Vitinha qui continue sur sa lancée ou un Fabien Ruiz qui vient compléter ce milieu de terrain par moment, tu peux avoir qu'un PSG qui est encore plus fort. Et j'ai même pas parlé de Mbappé qui développe son potentiel et qui nous fait ses grands matchs comme il a l'habitude de faire. Pour moi, tu peux avoir une des équipes les plus dangereuses en Europe. Après, je dis pas qu'on va arriver au niveau de City, puisque City, ça a pris plusieurs saisons. Je veux pas dire qu'on va arriver au niveau du Bayern, parce que le Bayern, pour moi, aujourd'hui, ils ont peut-être le meilleur effectif en Europe. En tout cas, ça se tape avec City. Mais on peut se rapprocher de ces équipes-là, et surtout sur un aller-retour, moi, j'ai pas peur de ces équipes-là. Bien sûr que je préfère tirer le PSV, le RC Lens, des équipes comme ça, des équipes de chapeau 2, voire de chapeau 3. Mais le PSG, s'il continue à progresser comme il progresse maintenant, aucune équipe en Europe me fait peur. Ok. Aucune. Monsieur, je n'ai pas peur. Mais j'ai une question à you, du coup, par rapport à ça. Parce que avant même qu'on lance la saison, quand on parlait de Paris, de ce fait que votre recrutement, c'était plus bling-bling, c'est long terme, c'est processus, même Nasser le dit, il n'y a plus l'obsession de la Ligue des Champions. Même Enrique dit oui, il ne faut pas être obsédé de ci, de ça. Maintenant, au vu des matchs que vous voyez, vous, fans parisiens, etc., vous commencez à vous hyper. Oui, on peut que progresser, on va être meilleur au fil des mois, on va être meilleur. Si, justement, tu arrives dans ces moments de février et que Paris n'a pas autant progressé que vous l'auriez attendu, tu seras, tu seras déçu, mais parce que quand je t'entends, c'est en mode, la Ligue des Champions, c'est accessible, même si c'est pas une obsession, c'est accessible. Et au vu de notre marge de progression qu'on peut avoir dès cette saison, on peut se mettre réellement ça comme objectif. Tu vas me dire, c'est une logique d'avoir ça comme objectif. Mais toi, tu disais en mode, même si on perd en huitième, qu'on monte des belles choses, c'est pas grave. Mais au vu des choses que tu me dis, des attentes que tu as, à quel point tu vois Paris progresser, il y aura de la déception. Si vous ne faites pas partie des meilleures équipes d'Europe, pas eux. Mais ça veut dire quoi être une des meilleures équipes d'Europe? Ça veut dire aller en finale parce que t'as battu en huitième PSV, en quart Séville, en demi Porto et en finale tu perds contre City, ou tu bats City vraiment sur un match où tu mets le bus et tu mets un penalty à la fin d'Mbappé ou une balle en profondeur et que t'as été chanceux parce qu'il y a eu 4 poteaux et 2 arrêts de Donnarumma. C'est ça être la meilleure équipe d'Europe? Ou c'est, je sais pas, montrer que contre City tu peux les perturber pendant 60 minutes chez eux, les déranger, qu'ils aient moins le ballon, bloquer Haaland, trouver des solutions anti-Haaland, les tuer dans la profondeur et aller poser problème à n'importe quelle équipe. Moi, c'est ça. C'est pas forcément la gagner, puisque aujourd'hui, le PSG peut gagner la Ligue des Champions avec j'ai oublié le terme. Avec des tirages. Voilà, avec des tirages plus ou moins favorables. Le PSG peut la gagner, c'est pas impossible. Tu nous mets le même tirage qu'en 2020, l'année du Covid. Je vois pas pourquoi ce PSG n'irait pas en finale. Tu vois ce que je veux dire? Alors que demain, tu peux perdre en quart de finale, puisque tu as perdu contre le City, contre le Bayern, contre le Barça, mais que tu as eu quelque chose à dire dans le jeu. Mais en tout cas, je viendrai pas ici en gueulant, en disant c'est encore la même chose, on se fait avoir, pas de contre-pressing, lui on l'a payé je sais pas combien, il fait la star, il revient, etc. Non, là on va te parler de foot, et c'est ça le plus important. Et encore une fois, je me répète, puisque c'est ce qu'on dit à chaque vidéo, mais au moins tu auras quelque chose à dire. Mais si ce PSG-là évolue, c'est un PSG qui fera peur. C'est ça le plus important. Pas un PSG qui fera peur parce qu'il a des joueurs qui sont dangereux et qui peuvent faire mal en Ligue des Champions. Mais parce que c'est un PSG qui avance et qui fait mal. Après, bien sûr que l'objectif aujourd'hui n'est pas de gagner la Ligue des Champions. Mais le PSG, c'est d'être crédible parmi les meilleures équipes d'Europe. Parce que c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne la Ligue des Champions. Hein. C'est pas toujours la meilleure équipe. L'année passée, forcément. Parce que c'est pas pour attaquer ton club. L'année où Chelsea la gagne, je pense pas que Chelsea est la meilleure équipe d'Europe cette saison-là. Il y a d'autres années où Chelsea était... Non, mais après, si je parle... Non, mais c'est pas le sujet. Mais... C'est que... Non, mais parce qu'on néglige beaucoup la campagne de Chelsea. Non, pas fort. D'accord. Mais avant que ces 4 buts sur la campagne. Si tu veux. Mais pour moi, il y a des années où Chelsea était la meilleure équipe d'Europe et il la gagne pas. Oui,
il y avait des années où le Barça était la meilleure équipe d'Europe et ils l'ont pas gagné. Il y avait des années où City était la meilleure équipe d'Europe, ils l'ont pas gagné. Après, aussi, ce terme, faut voir. Parce que comment t'es le meilleur, mais tu gagnes pas? Bah parce que c'est la Ligue des Champions et sur un match aller-retour, tout peut se passer. Oui, mais c'est facile. C'est comme dans les matchs, quand on dit la meilleure équipe a perdu. Comment ça, la meilleure équipe a Non, perdu? mais ça, Si t'es non, la non, meilleure équipe, tu gagnes. Mais ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose. ok, Mais d'accord, moi, c'est un quand autre débat. je disais par rapport à ça, c'est parce que quand j'entends ton discours, tu vois, que vous allez progresser. Donc même toi, tu t'attends à une progression de ces joueurs, etc. Mais si, justement, tu arrives à ces huitièmes, ces cas que tu perds contre un City en te faisant laver, en voyant pas ces progressions que tu attends, il y aura malgré tout une déception du Mais côté de attends, Paris. attends, Moi, c'est de attends, ça que j'ai attends, peur. mais c'est quoi C'est de ça que attends, j'ai peur. c'est quoi déjà t'as peur pour Paris, c'est mignon, mais c'est quoi que t'appelles où il n'y aura pas la progression? C'est qu'on se fasse laver parce que euh, Ugarte, Warren, Zaïre, Emery, Vitinha se fera laver par Rodri, De Bruyne, Kovacic? Si pour toi c'est ça le problème, moi pour moi ça c'est pas un problème. Pour moi c'est bien sûr qu'on sera en dessous, mais ça dépend de comment ça arrive. Si par exemple demain on arrive et on gagne 3-1, puis on perd 4-0 puisque tous les joueurs se sont fait caca dessus, là j'aurai un problème. Si par contre demain on perd puisqu'on a perdu contre plus fort que nous, contre une équipe qui a mieux préparé son match, on viendra ici, on analysera, on dira quels ont été les problèmes, on essaiera d'avancer. On essaiera de la saison prochaine améliorer l'équipe, faire progresser les joueurs. Ce sera la deuxième saison d'Enrique, il y aura plus de confiance. Ce sera Warren Zaïre-Emery qui aura sa deuxième saison pleine en Ligue des Champions, au PSG. Tu auras un Ugarte pareil, tu auras une défense qui se sera encore plus trouvée, tu auras un Aroma qui aura pris encore plus de confiance, tu auras peut-être un Mbappé qui aura pris un autre statut avec l'Euro. Tu vois, tu auras un Gonzalo Ramos qui sera un neuf référencé en Europe, je sais pas. Mais tu auras une équipe qui aura progressé. Mais si maintenant j'arrive, je vois une équipe qui toute la saison continue maintenant comme ça en Ligue 1, continue dans les phases de poule de Ligue des Champions, où imaginons on gagne tous nos matchs, et j'arrive, je vois plus de football contre City, là on va expliquer, on va parler de facteur mental, on va l'expliquer. Mais le plus important, pour moi, si on progresse, c'est que si on explique une défaite, on l'explique par du football. C'est qu'on l'explique parce qu'on a battu sur des... Bien sûr, il y aura toujours des facteurs mentaux. Bien sûr, c'est le haut niveau. Tous les athlètes, on est obligé de... Surtout le haut niveau, hein. Pas seulement le sport. Déjà le sport, même en amateur, on peut parler de mental, mais alors encore plus quand on parle du plus haut niveau de sport dans le monde. Mais le plus important, c'est qu'on parle foot. Une fois qu'on aura fait ça, on aura gagné. Je suis désolé, mais on a gagné. Parce qu'on aura déjà avancé d'énormément de temps, en si peu de temps. Parce que c'est vrai que ça fait des saisons qu'on rame, mais là, en 6 mois, ou si on arrive face à un City, face à un Bayern, et qu'on leur pose problème, et qu'on gagne, ou qu'on perde, mais qu'on les dérange jusqu'au bout, ben pour moi, on aura avancé sur le projet parisien. Parce que demain, parce que regarde, moi, désolé, mais je veux juste finir sur ça. Quand on parlait sur les 2 dernières saisons avec la MNM, moi, je te disais que si on la gagnait, le PSG, c'était mort, parce qu'on n'allait pas avancer. Parce qu'on allait être dans une politique où on a gagné avec les meilleurs joueurs du monde, avec la meilleure équipe du monde sur le papier. Hakimi qui vient de l'Inter, le latéral droit le plus sexy entre guillemets, parce qu'il est hyper rapide, etc. Messi, on prend Neymar, on garde Mbappé, on lui met une prime, on a les meilleurs joueurs du monde et on gagne. T'aurais pu gagner comme ça, encore une fois, si t'avais eu un tirage plus ou moins favorable. T'aurais pu. Tout est possible dans le football. Mais ça t'aurait fait quoi? Ça t'aurait avancé de quoi dans les 10 prochaines années du PSG? Alors que là, t'as quelque chose qui te beaucoup plus... Voilà, à quel coup tu la gagnes, cette Ligue des Champions? Pour que ça tue ensuite le Paris Saint-Germain? Pour que tu continues dans cette politique de superstar? Non, moi je veux pas. Donc voilà, je pense qu'on a été complet sur le PSG. On n'a pas trop parlé du match, on a plus parlé de la saison globalement. Parce que voilà, sur le match... c'est juste une continuité en vrai. On a parlé un peu de la progression des attaquants. Donc je pense qu'on peut passer à l'Olympique de Marseille. On a été assez complet, long sur le Paris Saint-Germain, on va dire ça comme ça. Moi, sur l'OM Ayoub, je vais être honnête avec toi. Je vais être très court. Je vais être très, très, très court même. Alors, j'ai trouvé, si on revient que sur le match, j'ai pas envie qu'on vienne sur le contexte de la semaine. Oui,
le coach est parti, blablabla, semaine difficile, ça perturbe les joueurs. J'ai même pas envie de parler de tout ça. Mettons ces excuses sur le côté, même si elles peuvent être utilisées par certains. Sur le match, Ayoub, rien que sur la compo, toi qui m'as même envoyé la compo avant le match, j'ai vu que pour ceux qui ont suivi notre débrief de l'OM face à l'Ajax, tu proposais une compo pareille. Non, 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 non. Mais je suis pas d'accord avec ça. Non, non, mais parce que justement, je suis d'accord avec toi sur la compo. Pour la compo, elle est pas bonne. Ah, ok. Non, 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 non. Justement, j'ai vu la compo. Non, mais parce que justement... Je t'ai envoyé quoi? Attends. Si vous regardez notre dernière vidéo, justement, on avait fait nos débriefs sur, sur l'Ajax et l'OM. T'avais proposé ce système à 3 défenseurs. Mais pas ce système-là. Moi, je voyais un système. Je te laisse finir. Vas-y, okay. Après, je finis. Ok, parce que moi, justement, je voulais qu'on reste sur la continuité de l'Ajax. C'est-à-dire, au lieu de passer d'une défense à 4 à une défense à 3 avec 2 pistons qui vont se faire mélanger, puisque tu as une équipe qui va venir dans ton camp, et Hakimi et Dembélé vont s'amuser avec Renan Lodi, et puis ça va être tellement difficile pour Balerdi. Je voulais que tu pars sur une base de défense à 4 quand tu n'as pas le ballon, avec un Balerdi qui remplace Lodi, parce qu'il est bien meilleur défensivement, même si aujourd'hui ça a été compliqué, mais bon, il n'a pas été aidé. Et que quand tu as le ballon, tu repasses sur une défense à 3 pour gérer les transitions. Parce que de toute façon, les transitions à 3 ou à 4, ça allait être compliqué. Mais comment tu poses plus de problèmes dans la créativité et que tu saches ressortir le ballon avec des joueurs comme Harit et Unai. Aujourd'hui, non seulement, parce que je vais déjà dire ce que je pense de l'OM, mais non seulement Unai, tu l'as pas aidé, parce que les 2 mecs derrière, dans la créativité, ok, sur le papier c'est beau, Ferretou c'était bon à l'Ice Rome, mais c'est trop par moment, c'est trop par bribes, c'est pas assez constant. Il y a des moments où Verretou, il est capable de te changer le jeu de l'OM comme il est capable de te tuer. Aujourd'hui, ça n'a pas été bon. Unai était trop esselé. Mais c'est pas pour sublimer Unai, parce que pour moi, ça a été le seul qui a été bon en première période dans ce registre-là. Et au lieu de l'accompagner de Harit, comme ils l'ont si bien fait sur le match contre l'Ajax, tu l'as remplacé par Harit, alors que c'est le seul qui t'a apporté quelque chose. Mais bon, t'as ramené... Attends, parce que je comprends pas la compo que tu... Une défense à 4, Balerdi latéral gauche, Klose à droite. Quand tu n'as pas le ballon, et dès que tu as le ballon, Klose monte, tu repasses sur une défense à 3, et Klose monte. Ok. Un peu comme... Et à gauche, du coup, Balerdi passe à 3 et c'est Klose qui est en mode... Et c'est Klose qui monte. C'est ça. J'ai compris. Et comme tu as un double pivot, tu en as un à chaque fois qui peut couvrir cet espace-là lors des transitions. Et ce qui fait que tu es obligé de faire descendre Barcola et Ali qui est obligé de soutenir. Et Klose face à Barcola, bon, Barcola s'est bien amusé face à Klose, mais l'inverse aurait été pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et tu aurais obligé... Et tu aurais eu des redoublements de passes, etc. à ce positionnement-là avec un Harit ou un Iliman Ndiaye sur la continuité du match contre l'Ajax, qui t'aurait fait perturber aussi un Lucas Hernandez, parce que c'est pas facile de défendre avec ces schémas de jeu-là. Moi, je voulais que tu restes sur la continuité avec un petit ajustement, pas que tu changes tout, comme le PSG aujourd'hui. T'as pas eu Vitinha, bon, tu mets Barcola, mais c'est pas complètement différent. Les gens disent que tu passes à 4 attaquants. Surtout quand vous aviez la balle. C'est ça, quand t'as la balle, c'est quasiment la même chose. Et quand tu perds la balle, t'as un contre-pressing très intense, parce que t'as Hakimi qui vient densifier ce milieu de terrain-là. Ouais, c'est vrai. Donc tu te perds pas. Donc voilà. Ok, j'avais mal compris alors. Okay. Parce que j'avais compris que comme tu m'avais envoyé la compo, bah, tu étais d'accord en mode, et en mode, il a écouté ce que je voulais faire en partant sur cette défense à 5, etc. Surtout que l'ami dont on disait Bernardona, alors que c'est Abernadonado, bref, Pancho qu'on avait beaucoup aimé. C'est son mental, le discours qu'il avait donné aux joueurs avant le match contre l'Ajax. Oui, je veux être agressif, je viens pour gagner, blablabli, blablabla. Les changements tactiques pendant le match contre l'Ajax où il avait fait un peu ce que tu voulais qu'on fasse. Ben moi, je sais pas si tu te rappelles dans la vidéo, j'avais dit j'ai pas envie qu'on commence avec de nouveaux trucs. Peut-être que tu avais raison, que c'était le truc à faire. Et que si on partait sur ce 4-3-3 comme on l'avait fait, défensivement aussi, ça aurait été ridicule. Mais au moins, ne fût-ce que dans notre
déclenchage de pressing dans notre manière dont on allait donner cette envie d'aller chercher le pari un peu plus haut, ça allait être plus sérieux parce que je préfère perdre 4-0 en me disant qu'on a pris des risques, qu'on a essayé d'aller gagner ce match, qu'on a essayé de mettre l'envie, qu'on n'a pas eu cette peur, entre guillemets, du pari, des joueurs qu'ils avaient, des talents qu'ils avaient, plutôt que là, justement, jouer le bus, comme tu aimes bien dire, et espérer en lançant Aubameyang et Verretou et des fois Klose en profondeur, espérer que quelque chose arrive. Donc non, moi dès le début du match, quand j'ai vu la physionomie, comment dès le début du match vous étiez dans notre moitié de terrain, etc., j'ai fait non les gars, c'est pas comme ça qu'on va le faire. Pour battre ce pari, je pense qu'on devait défendre en avançant, même si, comme tu dis, c'est un risque parce qu'en transition, le pari, tu as des joueurs tellement rapides comme Mbappé, Dembélé, etc. Mais c'est un risque à prendre. Tu joues le hors-jeu, etc. Pour moi, on a eu, comment dire, je trouve que Pancho et même les joueurs, on a eu cette peur de Paris, entre guillemets, peur du talent qu'avait Paris. Et je trouve ça dommage. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de talent du côté de Paris, c'est indéniable. Mais on ne peut pas aller jouer un classique, comme on aime dire, de cette manière-là. Ça me fait rire parce que 2 jours, je pense, avant je crois vendredi, j'avais vu un reportage, de toute façon, sur le classique, quand ça a commencé dans les années 93, etc., où de base, c'était l'OM qui tapait Paris, blablabla. Mais comment l'histoire s'est renversée, où depuis l'arrivée des Qataris, juste battre Paris, c'est pas possible. Et les moments où ils mettaient les matchs chauds entre l'OM et Paris, c'était les matchs nuls. Le 2-2 où Gignac met un doublé Ibrahimovic, le match où Cavani l'avait marqué dans les dernières minutes, mais rarement des victoires, même si on a eu quelques-unes de l'OM. Mais bref, ça c'était la petite parenthèse histoire. Et maintenant, justement, je n'ai pas compris comment le coach qui a eu ce discours que oh, je veux être agressif comme le joueur que j'étais, agressif dans le mensonge, même si j'ai joué 300 matchs, j'ai eu qu'un carton rouge dans ma vie. Pourquoi, dans ce classique contre Paris, il a misé sur ça? Il a misé sur ça. J'ai vraiment pas compris. J'ai trouvé ça dommage. Et c'est pour ça que je vais être honnête avec vous. Je l'ai dit à Youm. Au bout d'un moment, j'ai quitté le match. J'ai quitté le match. Mais pour être professionnel, je suis quand même remettre la rediff des parties que j'ai manquées de la fin du match parce que je savais qu'on allait devoir débriefer et vous en parler. Mais franchement, j'étais dégoûté et je voyais qu'on allait plus rien faire, qu'on pouvait rien faire parce qu'on est parti jouer ce match avec la peur. Et tu peux pas aller jouer un match contre un opposant, peu importe qui c'est, en regardant c'est quoi le nom de l'équipe, c'est qui les joueurs qui jouent là-bas. Il y a un dicton qui dit quoi, Ayoub, talent, toi qui aimes beaucoup ton Garabu, talent beats hard work when hard work doesn't... Ouh, mon anglais est bizarre. T'as le même accent que moi, là, tu me fais peur. Hein. Donc, donc le talent le travail dur bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Mais pour battre ce pari, on devait travailler dur. C'est-à-dire aller les chercher, pas super haut non plus, mais en tout cas en allant défendre en avançant, en mettant l'envie en courant plus qu'eux, en travaillant plus dur qu'eux. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas fait. On a voulu mettre le bus, on a voulu miser sur des transitions. On a eu un moment où, avec Vitinha, dès le début du match, où s'il fait une passe en retrait à Aubameyang, il peut marquer, ou même il a un centre de Klose où il met la tête. S'il marque, c'est bon. Mais justement, si on veut miser sur ça, on doit être létal. On va parler de l'Atlético après, qui ne joue plus vraiment comme ça, on va dire. Mais quand l'Atlético faisait ça, c'était létal. Quand la Juve faisait ça, c'était létal. Mais nous, on n'est pas létal de base, cette équipe de l'OM. Donc, j'ai pas compris pourquoi on a misé sur cette tactique et cette approche de ce match qui, je trouve, où on est parti avec la peur, le sentiment d'infériorité par rapport à Paris. Et je trouve ça dommage. Mais je vais pas leur donner une excuse, mais je m'attendais pas à ce qu'on gagne en étant honnêtement fan de l'OM. Je disais, allez, l'OM, on va gagner, mais je m'attendais pas à ce qu'on gagne ce match. C'est pas ce que tu disais ce matin. Comment? Non, rien. Bon, je peux juste compléter rapidement, parce que je suis pas totalement d'accord, même si je te rejoins. C'est vrai que j'aurais préféré un OM qui va te chercher haut, et au moins dans la créativité, qui aurait un peu pu faire douter Paris, ou au moins prendre confiance en soi. Je pense que si tu avais rajouté plus de créativité au milieu de terrain, que tu avais plus essayé de combattre ce Paris Saint-Germain là dans les yeux, tu te serais quand même fait ouvrir sur les transitions, je pense, avec tes deux backs qui sont plus des pistons selon moi.
tu te serais quand même fait ouvrir par la profondeur parisienne, mais au moins tu aurais eu une chance et au moins tu aurais fait douter, au moins tu aurais joué. Mais pour moi, dans ces deux schémas de jeu-là, celui qu'on a vu, celui que tu proposes, c'était condamné. Je pense qu'on aurait mieux dû voir un mix entre les deux, peut-être un bus, mais un bus plus intelligent, ou au moins dans les ressorties de balles, tu as une chance, au moins dans les ressorties de balles, tu as une... t'as de la créativité. La Rongier et Verretou ne t'ont rien apporté. Absolument rien. T'avais pas un Minarit qui pouvait plus décrocher, un joueur qui t'apporte plus de profondeur. Aujourd'hui, Aubameyang, il était scellé. Pourquoi? Parce que normalement, t'as Klose ou t'as Lodi qui l'aide. T'as eu une fois Klose en première période qui a su partir en profondeur. On a vu comment ça fait descendre la défense du PSG. Si seulement tu avais passé cette défense à 3 et que tu avais laissé Klose un peu plus haut, on aurait pu voir ça plusieurs fois. Malheureusement, on l'a pas vu et j'espère que ça servira de leçon pour l'OM, parce qu'aujourd'hui, c'est pas grave de perdre contre le PSG quand tu es l'OM, parce que voilà, il y a un écart de budget, etc. Mais c'est comment tu perds, parce qu'il y a comme la dignité de tes supporters, etc. Et voilà, il était dans un processus depuis l'Ajax où on s'est dit c'est bon, il y a du mieux, t'as joué au foot, tu méritais de gagner même. Et voilà, très déçu de cet OM. Je pense qu'on peut passer, pour terminer, parce qu'on est déjà très long, à ce dernier match, l'impasse madrilène. Bon, on va débriefer ce derby madrilène. Tu sais, j'ai été très déçu d'Arsenal, déçu de l'OM, pas forcément. Mais là, si j'ai bien été déçu d'une équipe, c'est le Real de Madrid. Ils ont affronté cet Atlético en commençant avec un schéma de jeu à 5 milieux de terrain. Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, ainsi que Bellingham, même si Modric et Bellingham peuvent être des 10, peuvent être très hauts. Ça reste quand même assez dense au milieu de terrain. Neuf, façon, deuxième neuf, t'as compris. Reste un milieu de terrain de métier. Déjà, c'est la première saison, on le voit vraiment jouer 10. Dieu merci, ça fonctionne très bien, mais c'est pas son poste de prédilection depuis 3 ans. Donc voilà. Et du côté de l'Atlético, t'as un truc plus classique. Bon, il arrive le pire truc qui puisse t'arriver quand tu joues l'Atlético. Prends un but très rapidement dans le match, parce que ça leur permet de faire leur schéma de jeu classique, de beaucoup plus défendre, de se concentrer sur l'aspect défensif et ne pas encaisser. Et puis, t'avoir sur... Ils l'ont fait. Excuse-moi de te couper. Quand même, c'est pas l'Atlético qui défend, qui ne joue pas et qui balance un ballon avec un miracle, et qui cherche un miracle. Mais après le premier but, c'était le bus. Surtout au milieu. Enfin, c'était. C'était pas juste le bus en mode on place les défenseurs, etc. Mais c'est en mode on tue leur jeu. Beaucoup de densité au milieu de terrain. Si on peut faire une faute, etc., pour un peu casser le rythme, on casse le rythme, on met de l'impact. Et c'est ce qu'ils ont fait à merveille. Et sur les transitions, on fait nos courses, on va chercher les pistons avec Llorente et c'était c'était Samuel Lino, pardon. Je confonds avec Renildo. Et voilà, ils l'ont fait. Et sur le premier but, il y a un problème du côté du Real, parce que du côté du Real, certes, on loue la qualité du milieu de terrain semaine après semaine, mais défensivement, j'ai l'impression que c'était le premier match de Rudiger avec Alaba. Ils n'avaient aucun repère en défense. J'ai l'impression que c'était leur premier match pro. C'est désolant de voir ça de la part des défenseurs du Real Madrid, quand on connaît quand même les défenseurs que ces joueurs sont. T'as un centre, mais même pas bien provoqué par l'Atlético, ou comme le deuxième but. Tu vois, le deuxième but, t'as encore Griezmann qui va te chercher Saúl Ñíguez, etc. Dans une phase de transition. L'Atlético sait très bien faire ça, sait très bien perturber les défenseurs. Et même là, sur le deuxième but, t'as deux joueurs de l'Atlético dans la surface. Bon, t'as Llorente qui arrive à la fin, mais il est même pas concerné. T'as 5 défenseurs du Real, ils arrivent quand même à prendre un but de Griezmann par à peu près le même schéma de jeu, au même endroit, au deuxième poteau. Donc c'est dommage. Et allez, sur le premier but, t'as même pas ça. Sur le premier but, c'est juste Lino qui revient, qui est face à Valverde. Les 4 défenseurs sont proches de la surface. Il balance et Alaba. C'est un truc, moi, qu'on m'a appris en U13. J'étais même pas défenseur. Mais ne regarde pas que le ballon. Regarde le ballon pour voir la trajectoire. Mais regarde aussi ton joueur pour savoir où il va essayer de marquer. Et visiblement, David Alaba, grand défenseur qui a plusieurs Ligues des Champions, ne sait pas ça. Donc ça coûte au Real Madrid 2 buts et une entame de jeu compliquée, qui permet de mettre l'Atlético dans une zone de confort, où ils les ont
comme on l'a dit précédemment, perturbé au milieu de terrain. Ils ont essayé de casser le rythme madrilène, même si le Real Madrid essayait de créer, etc. Mais tu avais une absence offensive. Par moment, on voyait Rodrigo porter le ballon, tu n'avais aucune solution. Même si tu me dis que Bellingham était 9,5, ce que tu veux, ça apportait pas beaucoup de solutions. Même si Bellingham, il s'est battu, il a fait ce qu'il pouvait. Et avec ça, tu avais pas mal de tentatives madrilènes, on essayait comme on pouvait. Bon, ça a été tout au long du match. Et voilà, tu as un joueur qui s'appelle Toni Kroos, pour moi, qui arrivait à perturber ce milieu de terrain de l'Atlético et qui a su aller profiter d'une occasion pour pouvoir marquer et essayer de faire revenir le Real Madrid dans cette partie. En deuxième mi-temps, tu as fait rentrer Joselu pour avoir plus d'impact offensif. Je ne sais même pas si ça servait à grand-chose parce qu'il t'a pas énormément apporté, même si dans la présence, il a été pas mal. Et il t'est arrivé encore, je pense, j'ai même pas l'impression que c'est un concours de circonstances, parce que c'est de la faute du Real Madrid. Mais tu as encore Alvaro Morata dans la surface, sur un circuit de passe de l'Atlético qui se régale et qui te met un but dos à tout le monde, personne ne le voit, alors que t'as pas 6 joueurs de l'Atlético dans la surface. C'est vraiment désastreux défensivement du côté du Real. Et puis t'as un Real Madrid qui a tout tenté, qui a fait rentrer Nacho, qui a fait rentrer Ferland Mendy, qui a fait rentrer Tchouaméni, qui a fait une bonne période et qui a permis un peu de prendre le dessus sur le milieu de terrain de l'Atlético par son impact physique. Et qui a aussi, et puis ils ont fait rentrer Brahim Diaz, et là c'était vraiment la foire à qui essayera de marquer un but. C'était le premier qui essayait. T'as un moment, t'as Rudiger qui s'est tenté, t'as Tchouaméni, t'as eu encore Kroos avant qu'il sorte, t'as eu Camavinga, t'as eu tout le monde. Tout le monde a essayé de mettre son petit but, mais c'était trop pauvre dans l'animation offensive. T'avais rien de concret aujourd'hui du côté du Real Madrid. Je pense qu'ils ont un effectif assez bon pour gagner la Liga, je pense que ça suffira, on l'a vu contre les petits matchs, mais aujourd'hui tu as eu le premier gros test, bon, on aura d'autres, c'est pas, le bilan que je vais tirer là n'est pas définitif, parce que tu auras encore Naples, que tu joues dans 2 semaines, il y a le Barça bientôt qui arrive, etc. On aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant, si on doit tirer un bilan, ok, tu as énormément de qualité au milieu de terrain, mais Camavinga, il peut te faire un très bon match comme il peut passer à côté. Pareil pour Tchouaméni, Kroos c'est bon. Pour moi, c'est la seule satisfaction. Et même encore lui, ça dépend de comment il est entouré. Modric, on connaît la qualité du joueur, surtout dans les grands matchs, mais c'est sa première titularisation, donc comment tu vas faire? Valverde, pour moi, c'est la seule vraie... c'est le seul vrai joueur qui donne tout le temps de la continuité, mais même aujourd'hui et dans d'autres matchs, il a eu du mal. Bellingham, bon, on va pas en parler. Ok, donc d'accord. Même sur le milieu de terrain, qui est censé être ton gros point fort, il y a pas mal d'inquiétudes. Défensivement, c'est chaotique. Parce qu'aujourd'hui, tous les buts que tu prends, tu ne dois jamais les prendre. Tu peux en prendre un comme ça par match. Et on va venir ici, on va quand même crier parce qu'on va te dire que du niveau des défenseurs du Real Madrid, tu ne peux pas prendre ça. Surtout que c'est pas City qui t'harcèle pendant 30 minutes avec des centres à tout va et un Haaland qui se place bien et qui gratte une demi-occasion. Non. C'est une occasion beaucoup trop facile. Tu ne dois jamais prendre ce but. Tu l'as pris 3 fois. Donc défensivement, et c'est pas la première fois qu'on voit, tu sais, ce matin en off, on parlait, et je t'ai dit que le Real Madrid dans les transitions, ils avaient beaucoup de mal. Là, c'était même pas des transitions. Là, ils étaient déjà en place, les 4 défenseurs étaient dans leur zone, et t'as quand même eu du mal. Offensivement, t'as rien. On attend le retour de Vinicius, ok, mais je pense pas que ça va régler tous les soucis. Parce que s'il porte la balle et que t'as personne autour, t'es mort. En plus de ça, t'as perdu. Après, ça va créer des espaces. Ça va créer des espaces. Bien sûr que ce sera mieux, parce que Vinicius est un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Et en plus de ça, bien sûr, t'as remplacé Kepa, qui est un gardien de qualité, même si aujourd'hui, bon, il n'est pas vraiment aidé, mais t'as perdu un gardien qui t'empêchait de perdre énormément de matchs. T'avais le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle pour moi. On peut me parler de Ter Stegen. Des matchs, carrément. Oui, je sais, je voulais le dire, mais comme c'est un gardien qui ne marque pas, il te faisait ne pas perdre des matchs, surtout. T'as pas le 9 toi t'aimais utiliser cette expression, qui te carry toute la saison en Liga et qui va te carry dans les grands matchs en Ligue des Champions. Benzema, bon, tu l'avais déjà un peu perdu la saison dernière, parce qu'il avait tous ses pépins physiques, et là tu l'as même pas remplacé. Donc quand je vois tous ces problèmes du côté du Real, bon, bien sûr, on peut arriver là en 8ème de finale, ils vont perdre 3-0, ils vont revenir 9-3, je sais pas. Ok, d'accord, c'est le Real Madrid, on peut pas expliquer.
T'as toujours pas réglé le problème du côté des latéraux. Fran Garcia, par moment, ça peut être très bon offensivement, mais défensivement, c'est inquiétant. Carvajal, à tout moment, il peut être capable du meilleur comme du pire. Et son remplaçant, c'est Lucas Vazquez. Donc il y a trop de problèmes au Real Madrid que t'as toujours pas réglé. Et si on part du postulat que c'est une saison de transition et que voilà, on bricole, on fait comme on peut, d'accord. Mais la saison dernière, t'as pris ni la Liga ni la Ligue des Champions. Ok, t'as pris une belle Copa del Rey. Mais bon. Donc moi, je reste quand même exigeant avec ce Real Madrid là, surtout quand on connaît l'exigence que les socios ont de ce club, que la presse espagnole a du Real Madrid. Donc voilà, je suis assez déçu de tous les problèmes qu'il y a au Real Madrid. J'espère pour eux que ça va se régler au fur et à mesure de la saison, mais je reste très inquiet. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter là-dessus. Moi, juste rajouter que par rapport au Real, je trouve que c'est juste la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison. Jusque-là, c'était le premier vrai test. Et là, les problèmes ont été encore plus facilement démontrés. Parce que quand tu dis qu'offensivement, tu avais du mal à te créer des choses avec, comment ça s'appelle, Bellingham qui était là en 9,5-10, même si le match, si je prends l'exemple du match en Ligue des Champions contre l'Union Berlin, et que c'était une équipe qui, eux, avait réellement parqué le bus, qui coulissait bien, etc., tu avais du mal à te créer des occasions. Et moi, je me dis, est-ce que c'est pas le système qui est à remettre en cause? Est-ce que ce système où il y a énormément de milieux, où tu as l'impression que peut-être les milieux eux-mêmes se marchent dessus, parce que tu dis que les milieux ont difficile, que ce soit les Camavinga, les Kroos, les Tchouaméni, etc. Mais le fait de ne pas pouvoir des fois écarter sur des ailiers pour avoir de l'espace et tout, ça facilite pas leur création du jeu. Parce que pour pouvoir passer sur les ailes dans ce système-là, tu as besoin que tes ailiers fassent des courses de foot tout le temps, que Fran Garcia monte tout le temps, et c'est vraiment pas facile. Donc moi je me dis, est-ce que c'est pas le système qui fait que le Real en est là, même si oui, l'effectif, il n'y a pas de neuf, on n'a pas remplacé Benzema, etc., Vinicius n'est pas là, mais est-ce que le système de ce 4-4-2 en losange, Medine, Milan, Kaka, Seedorf, etc., est-ce que c'est vraiment adéquat? Est-ce que ça maximise vraiment ce Real-là avec l'effectif qu'il a? Moi, mes questions, elles sont là. Moi, je pense juste que là, pour ce grand test, ce premier test de la saison du Real, les soucis ont été encore plus démontrés. Et à voir ce que va décider de faire Carlo Ancelotti par la suite, car on sait que c'est d'office acté que c'est sa dernière saison. Qu'est-ce qu'il voit? Je pense qu'il veut quand même gagner un petit titre ou des titres pour sa dernière avec le Real, mais va-t-il changer quelque chose? Se dit-il qu'avec Vinicius qui revient en l'ayant comme l'un de ses deux attaquants, vu que lui va plus s'écarter, ça va faciliter les choses et tout? Peut-être, mais moi je pense vraiment que c'est le système qui maximise vraiment pas tous ces joueurs. Et j'ai peur qu'ils s'entêtent dans ce système qui pense être bon, surtout si le Real continue à gagner les matchs contre les petits de Liga, comme tu dis. Mais maintenant, moi, j'aimerais juste placer une toute petite, parce que je sais que la vidéo est longue, qu'on va arrêter quand même. D'ailleurs, merci ceux qui sont toujours là dans la vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi sur ce match, ce que vous en avez pensé. Mais moi, je trouve dur, entre guillemets. Je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que tu dis que l'Atlético, surtout en première mi-temps, je dirais les 30 premières minutes, a réellement fait un mix de bus et de transition. Parce que moi, je trouve quand même que l'Atlético, ils avaient cette mentalité, mais après le 1-0, que les gars, on va même mettre le 3-0, le 4-0. Oui, non, ce que je veux dire. Quand on perd la balle, on va même les presser. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est pas l'Atlético. Tu sais, je sais plus c'était quelle saison, je pense que c'était 2020-2021 ou 2019-2020. T'avais un Atlético qui jouait beaucoup plus, qui allait vraiment dans un football plus de transition qu'un football défensif et on balance. Non, on a cet Atlético-là qui a évolué, mais c'est quand même l'Atlético. Ils vont pas venir dans la moitié de terrain, donc ils restent assez bas. Un football assez intense où ils vont essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. Bien sûr, ça reste du Diego Simeone, donc c'était au niveau du milieu de terrain. Ils vont pas te chercher le ballon chez Alaba ou chez Rudiger, mais tu leur donnes le meilleur contexte, puisque défendre, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Casser le jeu au milieu de terrain, casser le rythme, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Puis partir en transition, tu vois. C'est du pain béni pour eux, c'est une aubaine pour eux. Donc tu leur as donné, tu leur as laissé guider le sens du match par ce premier but qui arrivait très tôt et surtout par le deuxième qui a suivi
autour de la 20e minute. Donc c'était plus Et ça que je même, voulais dire. et même le troisième, parce que j'allais dire, justement après le but de Kroos, parce que le but de Kroos, il vient un peu de nulle part, parce que le Real se crée pas vraiment de situation, un peu, mais pas était pas si dangereux. Mais après ça, le Real, on se disait, oh, ils vont quand même pas revenir à 2-2, alors que l'Atlético fait limite sa mi-temps parfaite pour battre ce Real, fait la mi-temps qu'il faut pour battre ce Real. Et donc, quand ils reviennent de la mi-temps, je me dis, si le Real continue à aller dans ce sens-là, l'Atlético, ils vont regretter justement de ne pas avoir mis ce 3-0, 4-0 qu'ils auraient pu mettre pour moi. Et même pas une minute après le début de cette deuxième mi-temps, il y a cette occasion où Morata se retrouve seul, c'est 3-1. Et là, je me suis dit, ouais, là, c'est mort. Non, ils vont pas vous laisser remettre encore un but et y croire. Ça y est, on n'est pas à la finale 2014. Ramos, tout, ils ont vécu assez de cauchemars comme ça. Non. Donc, donc après ce 3-1, moi, je m'étais dit, voilà, la victoire est actée pour l'Atlético. Et là, je suis plus d'accord dans ton sens où tu dis que c'est un bus plus mixé avec de la transition, mais encore plus. Genre là, ils essayaient encore moins de monter, ils s'en foutaient même de mettre un quatrième but ou cinquième but. Donc moi, j'en place juste une petite une pour l'Atlético. Après leur défaite contre Valence 3-0, on s'était dit peut-être, ils vont avoir chaud, non? Ils ont fait le match qu'il fallait pour Moi, battre je les ce vois Real, même toujours si être champions. ouais, moi aussi, je pense aussi. Ils ont fait le match qu'il fallait pour battre ce Real et hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Ok, là, on est complètement d'accord. Bon, l'Atlético, on aura encore le temps de les débriefer, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, même si, désolé, j'en ai pas dit beaucoup. Malik, t'as très bien complété là-dessus. Bon, le Real Madrid, il reste 4 matchs en Liga dans Ligue des Champions, dont un contre Naples, Braga. En Liga, t'affrontes Las Palmas, Gérone, Séville et une autre équipe, j'ai oublié, pardon, avant le Classico. Donc t'as du temps pour travailler, t'as du temps pour progresser, t'as du temps pour proposer d'autres choses, mais on va être très attentif à ce qui va se passer durant ce Classico, parce que j'ai l'impression que même malgré que le Barça n'ait qu'un point d'avance sur ce Real de Madrid là, et qui n'est pas encore joué de gros, qui n'a pas encore joué l'Atlético ou autre, mais j'ai l'impression que le Barça est quand même mieux préparé que le Real en ce début de saison, donc ça reste à voir. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. C'est la fin de la vidéo. Un grand merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On est très très fatigué. Je pense que ça commence à se voir. Merci à vous. Merci à toi, Malik. Salut. Merci à toi, Yo. Ciao, ciao.